Envie de suivre sa voie sans se sentir jugée ou bien marre de ne plus s'en sentir aimée ou comprise par son ou ses parents. Ne ressentir que distance ou pire rejet, couper ses liens avec sa famille est tentant parfois, mais demeure tabou, même en 2024, au cœur de cette société plus individualiste que jamais. Eh bien, essayer de s'éloigner de sa famille ou de ses parents reste tabou peut-être car on attend encore souvent de cette famille qu'elle nous soutienne et nous aime inconditionnellement. Alors voilà, y a-t-il de bonnes raisons pour couper les ponts avec ses parents ? Tentative de réponse pendant cette émission Enquête de sang sur Radio Notre-Dame et RCF, et j'ai la grande joie de recevoir donc mes trois invités qui sont aujourd'hui Virginie Maiglet. Bonjour Virginie. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir, parlez bien dans votre micro, vous qui avez une si douce voix, psychanalyste que vous êtes, spécialisée justement dans les dépendances affectives qui sont en jeu évidemment dans ce sujet du jour, mais également spécialiste des troubles de l'enfance et de l'adolescence. Vous avez publié je ne sais plus combien de livres aux éditions Erol sur le fonctionnement des émotions, la dépendance affective, couper les ponts ou pas justement, enfin couper le cordon. Le petit dernier, je crois que c'est Entre mère et fils, c'est bien ça ? Qui va sortir en octobre. Il va sortir tout bientôt. Nous sommes également en compagnie de Stéphane Clerget. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-Ange, bonjour à tous. Alors on commence à vous connaître ici à Radio Notre-Dame, vous qui êtes toujours médecin psychiatre et pédopsychiatre. Vous avez vous aussi écrit de nombreux ouvrages. On peut mentionner le petit dernier qui n'est pas forcément tout à fait en lien avec notre sujet, mais quand même, Le cerveau médecin, ses extraordinaires pouvoirs de guérison, si je ne me trompe pas, chez le Duc, on est bien d'accord. Oui. Un des précédents ouvrages peut-être en lien, ce serait lequel ? Parce que la spiritualité des enfants. L'intelligence spirituelle de nos enfants. Voilà, tout simplement. Toujours chez le Duc. Et ben voilà, toujours chez le Duc. Et enfin, the last but not the least, Anne-Laure Buffet est en ligne avec nous. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Marie-Ange. On ne vous présente plus Anne-Laure ? Bon, d'accord, ne me présentez pas. Allez, je vous présente. Bonne journée, au revoir Marie-Ange. C'était un plaisir d'entendre le son de votre voix. Alors, vous êtes toujours thérapeute formée à la PNL, l'analyse transactionnelle, conférencière, écrivain. Alors, vous aussi, de nombreux ouvrages. Lequel, j'ai presque envie de vous demander, celui qui est le plus en lien avec notre émission du jour, ce serait lequel, Anne-Laure ? Ça serait sans doute Les mères qui blessent. Évidemment, bah oui, il est même un pile poil, j'aurais pu le trouver toute seule, voilà. Aux éditions Erol, vous aussi, si je ne me trompe pas, Anne-Laure Buffet de mémoire. Eh bien, allons-y, attaquons, mesdames et messieurs, si vous le voulez bien. Alors, c'est vrai que ce sujet choque, et c'est amusant, puisque je me suis, en préparant l'émission, j'aime bien demander à droite à gauche, à des gens catho, pas catho, parce qu'on a beau être dans une radio catholique et chrétienne, en fait, je me suis rendu compte que c'était gênant pour tout le monde d'avouer, de reconnaître que ça y est, on a décidé de couper les ponts. Alors, même si dans les magazines féminins, on l'assume, on l'assure, tout ce que vous voulez, mais Anne-Laure, ça continue de choquer un peu. Pourquoi ? Est-ce que d'abord vous partagez ce point de vue ou pas, Anne-Laure Buffet ? Sur le fait que ça choque toujours, que ça surprenne, oui. C'est-à-dire que, en fait, je pense que quand quelqu'un reçoit la nouvelle qu'un proche, un ami, voudrait rompre ou a rompu le lien parental, ça renvoie à quelque chose qui est très personnel. Et comme l'image de la famille est quand même encore très protégée, et heureusement qu'elle est encore très protégée d'ailleurs, mais comme elle est encore très protégée, ça veut dire que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive un petit peu comme un chien dans un jeu de quilles et qui va fracasser non seulement sa propre famille, puisque décider de rompre, c'est entraîner un fracas, mais qui va également autour de lui provoquer des réactions qui reposent d'abord sur nos émotions, mais qui va provoquer des réactions et où chacun va se questionner sur est-ce que moi j'en ai envie, est-ce que moi j'en ai pas envie, est-ce que pour moi ça serait possible, est-ce que moi je trouve ça honteux, culpabilisant, ça renvoie à beaucoup de choses de très émotionnelles et très violentes, et parfois aussi je crois pour certaines personnes une part de petite jalousie ou de petite envie pour certains de se dire moi aussi j'aurais dû, j'aurais pu, et je n'ai pas eu le courage de le faire. Stéphane Clerget et Virginie Maiglet, Stéphane Clerget, est-ce que dans votre patientèle, vous recevez des enfants, vous, je sais, mais avons-nous de plus en plus de personnes aujourd'hui, selon vous, qui coupent les ponts avec leurs parents ? Est-ce que c'est un phénomène peut-être de société ou pas ? Ça l'est forcément, puisque la durée de vie se prolonge. J'avais pas pensé à ça, vous voyez.
En Les effet. parents de mes patients peuvent se poser effectivement la question, parce qu'avant, la mort faisait que de toute façon, les ponts étaient coupés. Naturellement. Et qu'aujourd'hui, les grands-parents, donc les parents des adultes, sont vaillants, bien vivants, bien présents, interviennent, veulent intervenir dans l'éducation de nos enfants, ou pas d'ailleurs, quand on le leur demande. Donc oui, la question se pose. Et puis comme les gens aujourd'hui font de plus en plus un travail sur eux-mêmes, le sujet peut être abordé, c'est-à-dire la question de l'émancipation, du bien-être personnel, du bien-être individuel, vous l'avez dit, est de plus en plus présent. On fonctionne moins de manière collective, on fonctionne moins en clan. Donc on s'autorise davantage la nécessité de s'émanciper et ça peut passer par prendre ses distances avec ses parents, oui. Ouais, la loyauté est en voie de disparition, Virginie Maiglet, ou pas pour autant? Moi, je pense qu'on en parle plus. Et On en parle plus, voilà, on est d'accord. on en parle vraiment plus. De là, est-ce qu'il y en a plus? Je ne sais pas. Il y a beaucoup, les gens qui rompaient avec leurs parents étaient mal vus et à la limite, on ne parlait pas d'eux. Hein. Là, effectivement, ça devient un véritable sujet qui pose de vraies questions. À un moment donné, la relation avec les parents devient si douloureuse qu'on ne sait pas quoi faire et on va dire. Alors, je trouve que là, en partie, les mots ont un sens. Parce que couper les ponts, rompre, s'émanciper. C'est-à-dire que rompre, c'est un mot un peu de colère. Je vais rompre avec eux. Mais il ne suffit pas de ne pas les voir pour rompre avec eux. Parce que même à distance, la communication continue à se faire. Alors, soit on va ruminer, soit on va penser, et sans véritablement faire ce travail d'émancipation, parce qu'on va continuer à penser que c'est à cause d'eux que l'on ne va pas bien. Par contre, dire couper les ponts, ben oui, couper les ponts pendant un temps pour que quelque chose qui se passe mal entre nous, qui est douloureux réellement, et qu'effectivement, je veux dire, on n'a pas envie d'avoir de mauvais parents. L'amour, c'est sacré. Et quand les parents deviennent mauvais pour nous, ben effectivement, il faut peut-être mieux prendre des distances pour se protéger et les protéger, mais pas forcément rompre de façon définitive. C'est effectivement le temps d'une émancipation, de comprendre, parce que c'est pas, de toute façon, c'est pas bon de se faire du mal. Donc, il vaut mieux effectivement ne pas se voir pendant un temps. Voilà. Après, ce sont des cas différents selon chaque famille, selon aussi qu'on est fille, on disait qu'on est mère ou qu'on est père. Enfin, ça Ouais. va pas se passer de la même On va façon. en parler, Et je pense que c'est important de penser le mot. C'est effectivement, on peut avoir besoin de prendre de la distance, mais il ne suffit pas de ne pas voir pour couper les ponts. C'est que même si on met 8000 kilomètres entre eux et nous, effectivement, on peut continuer à vivre avec nos parents en nous. Du ressentiment. Voilà. Et si c'est pour nourrir le ressentiment, eh ben, c'est pas couper les ponts. C'est pas la bonne solution. Bon, on est déjà en train de répondre à la question avec Virginie. Dis donc. Anne-Laure Buffet, finalement, allons-y. Quelles sont, s'il y avait des bonnes raisons, ce seraient lesquelles? Commençons avec vous, Anne-Laure, selon vous. C'est difficile de dire s'il y avait des bonnes raisons, parce que c'est quand même très très subjectif, quoi qu'il ait été vécu dans une famille. Et si je vois tout de suite un facteur terrible, dramatique, pour imaginer qu'on puisse couper avec ses parents totalement, savoir les cas d'inceste, sur le papier, effectivement, si on est très théorique, on peut se dire, mais quelqu'un qui a subi l'inceste et qui comprend la maltraitance vécue est tout à fait légitime à couper les ponts. Et après, dans les histoires personnelles, et dans les histoires de chacun, on va constater qu'il y a des personnes qui, malgré l'inceste, vont dépasser l'inceste et vont continuer à avoir des liens qui vont se construire autrement, mais des liens avec leur famille et leurs parents. Et puis d'autres personnes qui, au contraire, vont avoir besoin comme le dit Virginie, de couper, de rompre, et puis de rompre radicalement. C'est-à-dire qu'elle s'extrait, en fait, et même psychiquement, elle s'extrait de la famille. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes raisons? Non, il y a des bonnes raisons, si on reprend le terme bonne, lorsque la raison qui amène à vouloir avoir le désir de s'éloigner de sa famille, voire de rompre complètement avec elle, elle est ensuite réfléchie, elle est construite, elle est élaborée, et que effectivement, il ne se présente pas d'autres possibilités pour vivre le plus sereinement possible ce que l'on a à vivre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que très souvent, on dit « je ne parle plus » quand on demande autour de nous aux personnes qui coupent les ponts d'une certaine façon. Alors c'est vrai que c'est moi qui ai eu l'idée d'employer ce terme, mais souvent on dit qu'on ne parle plus à ses parents. Vous avez remarqué, Stéphane Vierget, c'est pas anodin, j'imagine, hein, dans le langage analysé. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, le verbe, évidemment, un lien important, et de ne plus parler, c'est couper quelque chose, mais pas forcément les ponts. C'est-à-dire que c'est une manière aussi de prendre ses distances, en général, parce qu'on vit mal ce que les parents peuvent nous dire, ou on vit mal leur manière de réagir à ce qu'on leur dit, et du coup, on garde en nous ce qu'on veut garder de nos parents, ce qui nous est nécessaire,
des souvenirs ou des images de nos parents, mais effectivement, on se met à l'abri de la souffrance que peut générer les propos de nos parents ou les réactions de nos parents Ouais. à nos propos. Alors, on disait juste avant d'entrer dans le studio, Virginie, à moins que vous ayez une réaction à apporter à ce qui a été dit, mais que c'était quelque chose qui relevait, enfin, qui se situait entre la mère plutôt et ses enfants. Souvent, les enfants coupent les ponts avec leur mère, c'est ça, si j'ai bien compris ou pas? Ou c'est pas tout à fait ça? Disons que c'est souvent le lien avec une mère qui a vécu de façon envahissante et que c'est là, il y a de la tension, il y a de la passion et on va dire plutôt effectivement, je veux plus voir ma mère et on excuse le père, si on peut dire, on continue, on fait comme ça. Alors qu'en fait, moi, je pense que les parents existent en tant que parents et que la grande difficulté, c'est justement de faire ce travail de sevrage. J'aime bien dire sevrage au sens étymologique du terme. Sevrage, c'est la famille, c'est séparation et sevrage, c'est la même famille. Donc, il y a un endroit où on n'est pas sevré. Tous, il y a trop d'émotionnel. On vit les émotions de sa mère. Et effectivement, il y a quelque chose de légitime. C'est-à-dire, j'en en peux plus parce que la mère souffre à notre place, on souffre à notre... Donc, en effet, c'est couper les ponts avec la mère, mais peut-être que là aussi, c'est parce qu'il y a le père qui n'a pas fait sa présence, sa part pour aider à cette séparation. Donc, effectivement, je pense qu'on a envie voilà, je crois que pour répondre quand même aux Ouais. raisons, enfin, je vais dire, Oui. ça revient au sujet, c'est que moi, peut-être plus que des raisons, j'ai envie de trouver des buts qu'on le fait. Dans le sens où, effectivement, on va vouloir le faire parce que ça va pas bien, parce que ça fait mal. Moi, je suis quelqu'un qui a pris, à un moment donné, mais vraiment, je le dis d'autant plus, je l'ai fait, moi, et ça pose toutes les questions, effectivement, de culpabilité, d'être le mauvais enfant, tout ça et tout. Mais, et c'est pas facile à vivre. Donc, c'est important de dire, moi, je le fais pas, et parfois, on peut pas faire entendre les raisons. Je le fais pas parce que, parce que, parce que la mère est insupportable avec moi. Je ne fais pas parce que j'ai trop mal quand j'y vais. Je fais Ouais. pas. On a des raisons très, très intimes. Et c'est là où c'est pas mal parfois d'avoir un lieu pour mettre au clair ces raisons. Mais d'un autre côté, il ne suffira pas justement de couper les ponts pour les couper. Donc, moi, j'ai envie de dire, il faut trouver des bonnes raisons, mais en termes d'intentionnalité. C'est je le fais pour m'émanciper, pour reprendre le mot. Je le fais pour pouvoir ne pas me laisser faire du mal et pour pouvoir être en bonne santé. Et dans le meilleur des cas, quand on a fait ce travail de vraie séparation de travail sur soi, à ce moment-là, le lien reste et de façon plus aimable. C'est qu'on ne laisse plus la possibilité à de mauvais parents de nous faire du mal. Ouais. Voilà, et on n'entretient plus parce qu'ils sont peut-être vraiment malades. Et c'est vrai que s'il y a une maladie, elle peut être contagieuse, même si c'est une maladie mentale. Enfin, je veux dire, et même si elle se voit pas, parce qu'en plus les pathologies psychiques se voient pas souvent. Donc, moi, je pense qu'une bonne raison, c'est d'avoir besoin de se protéger vraiment de ses parents. Mais donc, partant de là, de faire ce travail pour se protéger, pour sortir de la victimisation et pour sortir aussi de la faute comme si elle était extérieure. Parce que c'est la relation qui va mal. Alors, ce qui est compliqué, j'ai l'impression que c'est souvent, on est un peu piégé, enfin, on est un peu partagé. C'est-à-dire qu'en même temps, on en a ras-le-bol. Parfois, il y a des personnes qui ne se sentent pas comprises, éternellement pas comprises par leurs parents, que ce soit la mère ou le père, mais parfois, effectivement, ça peut être souvent la mère, et qui essayent des choses et ça colle jamais. Et on finit par se dire, bon, bah, je vais finir par effectivement couper les ponts, mais c'est vrai qu'on se demande si c'est vraiment la bonne solution, si la communication est inexistante, s'il y a une trop grande distance. Moi, je peux témoigner, j'en connais autour de moi des personnes qui sont concernées par ça. Et c'est vrai que c'est pas facile à résoudre. Parce qu'on ne va pas demander à ses parents de faire une psychanalyse, en fait, à l'ordre du fait. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, vous voyez? J'ai l'impression que c'est un mur auquel on s'affronte. Je crois qu'il y a quand même quelque chose, pour rebondir sur ce que vous dites tous les trois, il y a quand même quelque chose aussi, c'est qu'on oublie, c'est qu'en fait, ce sont des adultes, tout d'un coup, généralement, qui vont dire il faut que je rompe, il faut que je me sépare, etc. Ouais. Mais c'est que dans le parcours de la famille, il y a quelque chose qui a été dysfonctionnel à un moment, puisque logiquement, dans une relation saine entre les parents et les parents permettent aux enfants, et même les accompagnent dans une séparation saine et équilibrée. Donc, si le besoin surgit à l'âge adulte de rompre avec ses parents, c'est bien que la séparation n'a pas pu être possible. La séparation qui nous permet d'être des personnes autonomes, indépendantes, douées de discernement, tout ce qu'on veut. Donc, quand on parle et de raison et de comment expliquer pourquoi on voudrait rompre et de la difficulté à le faire, c'est aussi essayer de repenser ce que soi-même on a réellement vécu, donc en mettant un peu de distance entre ses émotions et son désir, mais ce que soi-même on a vécu et le manque qu'on a connu, ce sentiment d'être
finalement encore dans un attachement qu'on ne contrôle pas, d'être totalement dépendant de l'autre, de sa volonté, de son désir, de sa maltraitance, de ce que vous voulez, mais d'être totalement dépendant de l'autre. En fait, l'adulte qui dit « je veux rompre avec mes parents », ce qu'il est en train de dire, c'est « j'ai envie d'être moi, j'ai envie qu'on me laisse être moi ». Ah, c'est intéressant. Stéphane Clerget, finalement, tout est... Bah voilà, c'est QFD, alors on peut rentrer chez nous. Stéphane Clerget, tout ça est une histoire d'émancipation, de difficulté à s'être autonomisé. Tout à fait, c'est pour ça que ça commence souvent tôt. Moi, je vois beaucoup d'adolescents qui rompent avec leurs parents, qui rompent dans leur tête, mais qui rejettent totalement leurs parents, qui les critiquent, qui disent-ils, si je pouvais, je prendrais un appart. Enfin, ils rompent. Et puis. Je suis en train de voir ma fille, donc 15 ans, en train de dire mais maman, je te déteste maintenant. C'est terrible ce que vous dites. Mais du coup, ces ruptures à cet âge-là, ça permet souvent ensuite, c'est souvent suivi d'une réconciliation quand on est jeune adulte. Et du coup, il y a peut-être moins besoin de rompre avec ses parents plus tard. C'est-à-dire que c'est aussi parfois, c'est pas systématique, mais c'est aussi parfois parce que le travail de l'adolescence ne s'est pas fait qui peut se produire tardivement. Ce qu'on voit aussi, c'est que parmi les raisons qui font qu'on rompt avec ses parents, c'est que c'est parfois l'inverse. C'est-à-dire que c'est parfois nos parents qui font un peu comme une crise d'adolescence, pour reprendre les propos des personnes concernées, qui ne reconnaissent plus leurs parents. Leurs enfants, vous voulez dire? Non, leurs parents. Enfin, moi, c'est vrai que je parle des parents de mes enfants, mais on va dire les grands-parents. Leurs propres parents. Voilà, nos parents adultes, à par exemple 50 ans ou 60 ans, on ne les reconnaît plus d'un seul coup, parce que la vie s'est prolongée et les grands-parents ne sont plus les mêmes. Et du coup, on ne retrouve plus sa mère, on ne retrouve plus son père. Ils se mettent à avoir une vie autonome, très très différente. Ils deviennent femmes, ils deviennent... Et on ne le supporte plus, on a perdu notre mère. Et du coup, on est fâché vis-à-vis de la femme que notre mère peut devenir. Alors, on va demander pourquoi ça me passionne à Virginie Meglet. Si vous le permettez, juste après, au téléphone avec maman, signé Renan Luce. À tout de suite. Téléphone avec maman, beaucoup j'écoute, un peu je mens. Mais non, c'est pas le bruit d'un briquet, des mois que je touche plus à un paquet. Bien sûr je viens au mois de juillet, bien sûr que j'ai pris mes billets. Au téléphone avec maman, mais oui, je le porte pile en ce moment. Ton joli pull à gros motifs, moitié vert pâle, moitié rouge vif. Bien sûr qu'avec j'ai eu la cote, bien sûr que j'aime quand tu tricotes. Au téléphone avec maman, grand maximum, j'ai 14 ans. Au téléphone avec maman, moitié je parle, moitié elle ment. Je suis très heureuse que tu fréquentes cette fille peut-être un peu provocante. Mais oui, c'est bien que t'es la cote, bien sûr que j'aime quand tu fricotes. Au téléphone avec son fils, grand maximum, je crois que j'en ai 10. On se rassure avec maman, pour chaque blessure un pansement. Mais on voit clair dans la combine, pour chaque fêlure une rustine. Mais je sais bien qu'en cas de grand froid, j'aurai un pull et puis tes bras. Au téléphone avec maman, moitié je parle, moitié elle ment. Ne t'inquiète pas, jamais je m'ennuie, mais non, je me réveille pas la nuit. Bien sûr, la télé est éteinte, bien sûr, je sais ouvrir une pièce jointe. Au téléphone avec maman, on se demande qui sont les parents. Au téléphone avec maman, moitié elle parle, moitié je mens. Mais non, y a aucun bruit derrière, je l'ai quitté cette vie vulgaire. Bien sûr que j'ai des tas d'amis, bien sûr t'es la femme de ma vie. Au téléphone, ton rejeton se demande comment couper le cordon. On se rassure avec maman, pour chaque blessure un pansement. Mais on voit clair dans la combine, pour chaque fêlure une rustine. On se rassure avec maman, pour chaque blessure un pansement. Mais on voit clair dans la combine, pour chaque fêlure une rustine.
rustine. Mais devine qui en juillet se pointe, ta petite fille dans une pièce jointe. On se rassure avec maman, maman Bobo. Et puis la passer aussi. Renan Luce sur Radio Notre-Dame et RCF. Y a-t-il de bonnes raisons pour couper les ponts avec ses parents ? Eh bien, c'est ciselé comme sujet aujourd'hui. Anne-Laure Buffet est avec nous, thérapeute qui elle est, conférencière, autrice de nombreux livres. La mère qui blesse est l'un de ses ouvrages publiés chez Erol en lien avec notre émission du jour. Stéphane Clerget est ici présent, médecin psychiatre, auteur de nombreux livres lui aussi autour de l'enfance, de alors attendez, c'est l'éveil spirituel des enfants. Je dis toujours ça, mais c'est pas ça, c'est l'intelligence même, l'intelligence spirituelle de nos enfants chez Le Duc. Et Virginie Méglet est avec nous également, psychanalyste spécialisée dans les dépendances affectives, et son dernier ouvrage qui va paraître dans quelques jours, Entre mère et fils, aux éditions Erol, si je ne me trompe pas, c'est ça. Oui, je l'avais pas noté sur ma petite feuille. Alors, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une explication de ce que vient d'évoquer notre ami Stéphane Clerget, Virginie Méglet, autour du pourquoi, effectivement, on a tous... je pense que là, je peux m'inclure dedans, à mon tour. Je me mets sur la table d'opération. On est frustrés d'avoir perdu nos parents, alors qu'ils sont là, mais on les a perdus. C'est plus nos parents, allô, maman Bobo. Est-ce qu'il y a un peu de ça, du coup Oui, tout ça, c'est ma maman à moi. En fait, donc c'est mes parents, mais mes parents, c'est ma maman à moi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on va se reporter sur cette mère. Et il y a le principe, vraiment, on peut dire, le principe de réalité. Effectivement, là où on en vit parfois, en dehors des cas très graves, bien entendu, c'est effectivement, maman n'est plus telle que je la voudrais. On ne peut pas supporter que notre mère soit une femme indépendante de nous. Et donc, on va à ce moment-là presque s'accrocher à elle en voulant rompre les ponts, parce qu'aussi, il y a le poids du silence. C'est redoutable pour une mère, un enfant qui rompt sans rien dire. Il n'y a rien de plus douloureux. Donc, en même temps, on va dire rompre, mais en même temps, c'est la meilleure façon de rester attaché. Il y a vraiment quelque chose. Alors que dès le moment où on n'est plus un enfant, on devient à l'âge adulte, on aussi, on a sa part de responsabilité. Et c'est aussi à nous, soit de nous séparer. Alors, c'est difficile quand c'est vraiment des parents qui ne veulent pas se séparer de leurs enfants et les maintenir sur leur couple. Mais de toute façon, ce sera à nous de faire le travail de séparation. Ou soit, si au contraire, des parents qui s'émancipent eux-mêmes, parce qu'ils sont un peu distants, du coup. Ils sont un peu distants, ils ont envie de faire autre chose. On ne supporte pas comment maman n'est plus à mon service tout le temps. Ben, là aussi, on a ce travail à faire pour devenir à son tour, effectivement, adulte, comprendre, accepter. Voilà, c'est le principe de réalité. La maman n'est pas la maman dont j'ai rêvé, et surtout la maman qui m'a fait rêver qu'elle serait ma maman à moi toute seule toute ma vie, ou tout seul pour les même hommes. Même si on a plusieurs enfants dans une fratrie. Oui, parce que chaque fois c'est ma maman à moi et pas celle de l'autre. Et en même temps, je pense qu'il y a vraiment, en tant que mère, on a quelque chose qu'on porte un enfant. C'est effectivement l'enfant, il est tout à nous. Le ventre, c'est ma place à moi, et chacun ça. Et donc, chacun voudrait entretenir ce rêve, et il faut en sortir. Et là, est-ce que je ne sais pas si je vais m'en souvenir, cette phrase magnifique de Romain Gary: à l'aube de la vie, l'amour nous fait une promesse la mère nous fait une promesse qu'elle ne tient jamais. Et c'est ça, c'est violent. Voilà, c'est ça, c'est violent. Mais c'est ce côté, on croit qu'on est unique. Et je pense que toute naissance, il y a quelque chose d'unique. Alors, c'est peut-être un peu différent pour les pères, effectivement. Je sais, ça, oui, c'est certainement différent, oui. Voilà. Mais en tout cas, on a tous une mère, et du coup, d'une mère, on ne doute pas, contrairement d'un père. Et c'est pour ça qu'on va dire rompre avec la mère. On va tout porter sur le dos de notre mère, alors qu'il s'agit peut-être aussi de prendre notre part aussi dans la responsabilité de la relation. Et souvent, alors moi, ce que je vois aussi, c'est que souvent, les mères le supportent bien. Au contraire, de voir leur enfant grandir, parce que parfois aussi, la mésentente fait qu'on ne peut pas grandir entre nous. C'est aussi douloureux pour... alors, bien sûr, l'enfant a toujours l'impression de souffrir plus que la mère. Voilà. C'est une injustice totale. C'est vraiment terrible, hein. Voilà. Mais je trouve que c'est un travail passionnant, à faire, ce travail de séparation, de prendre sa place, de plus attendre d'avoir cette mère à notre service qui réponde à tout ça. Voilà. Ben non, ta mère, c'est aussi une personne indépendante. Et pour les pères, c'est vrai que ça a l'air assez différent. Ça dépend du mode d'éducation. C'est que c'est vrai, pendant 200 ans, enfin même 300 ans, la place des pères dans l'éducation des enfants, elle était assez différente. Ils étaient moins présents.
et même quand ce n'était pas la mère qui s'en occupait, c'était une nounou femme, donc un équivalent maternel. Et puis les pères n'élevaient de toute façon que les garçons, et à partir de 7 ans, donc l'intervention paternelle était différente. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, depuis 20 ans, les modèles parentaux ont subi une révolution, et que y a des pères aujourd'hui qui sont aussi présents que les mères dès la petite enfance. Et donc là, on revient, ça va être un peu l'équivalent. Ça sera un peu plus difficile, évidemment, de couper les ponts avec un C'est père intéressant ce que vous dites là. maternant Ça qu'avec va un créer, mère. vous croyez, des différences, hein? Oui, évidemment, puisque quand on est habitué à pas voir son père, finalement, couper les ponts C'est comme avec ça, lui, c'est comme ça, pas, quoi. oui, c'est pas Ouais. très difficile, puisque de toute façon, il n'est pas envahissant. Donc on coupe les ponts s'il y a inceste ou maltraitance physique. Mais sinon, on n'a pas vraiment. Il y a moins de choses à régler, j'allais dire, parce qu'il était moins là. Mais là, aujourd'hui, depuis 20 ans, les pères changent les Ouais. couches, donnent le biberon. Donc, ils font le boulot. C'est des pères maternants, comme il y a des mères paternantes. Donc, enfin, il y a moins de différenciation. Donc, c'est le groupe papa-maman. Donc, il y a des enfants qui vont plus investir le père que la mère comme Et de maman. façon indifférente, fille ou garçon, ça sera. Oui, vous, ça c'est- dépend aussi des positionnements. Mais souvent, les D'accord. enfants, quand il y a plusieurs enfants, ils se partagent. Hein. Ouais. Ils se partagent les parents, de toute façon. Ouais. Donc, Ça va bon, changer la Northern Buffet, c'est intéressant. Ça va changer, ça risque, en tout cas, parce qu'on n'est pas devin, mais de changer la donne. C'est vrai que jusqu'à maintenant, c'était un peu le rapport compliqué avec la maman, surtout pour les filles. Alors les garçons, j'en sais rien. Mais c'est vrai que le fait que le père s'implique plus, voilà, ça risque il risque d'y avoir effectivement autant de volonté de couper avec les ponts avec son père et avec sa mère maintenant. On vous dira ça dans 20 ans. Ouais, Non, c'est vrai que c'est un peu tôt là. Non, mais c'est aussi fort avec la maman. Des caravanes de devins, mais on l'a pas. Ouais, non, on l'a pas, non. On l'a pas. Mais non, très sérieusement, ça va forcément redistribuer un certain nombre de cartes et Ouais. modifier un certain nombre de rapports. Maintenant, je voudrais juste Ouais. rebondir sur quelque chose que Virginie Medley a évoqué, enfin que nous évoquons d'ailleurs, Mhm. c'est ce rapport à la mère, quand la mère est très maman, très maternante, Envahissante très un peu. présente, Ouais. pas envahissante, D'accord. mais qu'elle est englobante, qu'elle est vraiment dans Ok. sa présence de maman. Mhm. Mais à l'inverse, il y a des mères qui, dès le départ, ont été absentes. Ouais. Et c'est là où, quand on parle aussi de séparation et de rupture, en fait, il y a la séparation qu'on imagine tous, c'est physique, on se dit même pas au revoir, on se claque la porte au nez et adieu. Ouais. Mais il y a aussi se séparer du fantasme, en fait, qui va beaucoup plus loin que de la réalité. C'est le fantasme d'avoir peut-être un jour une mère qui est en capacité d'être aussi une maman, c'est-à-dire le fantasme de recevoir ce que tout enfant mérite de recevoir quand il est petit, en amour, en affection. Et c'est la séparation, c'est une autre forme de séparation, mais c'est la séparation d'avec un fantasme, Ouais. où on est en fait dans un lien à une mère putative, imaginée, désirée et inexistante. Et entre la réalité et ce que l'on désire, il y a un écart, une dissonance qui est terrible. Mais c'est pouvoir aussi, et c'est toujours la question de la responsabilité, c'est toujours la question de, en fait, qui je suis moi et quelle est ma puissance de vie et quel est mon pouvoir sur ma propre vie. C'est est-ce que je demeure dans un lien extrêmement englobant ou au contraire un lien qui est complètement désiré mais impossible, et dans ce cas-là, il n'y a pas de séparation, ou est-ce qu'au contraire, j'intègre le fait que je suis une personne à part entière et donc je mets une distance nécessaire pour pouvoir être moi. Ouais. Par rapport à la question des pères, et je crois qu'il y a quand même, bien sûr, les pères sont invités et ils sont de plus en plus présents de manière générale. Après, je ne sais pas individuellement, mais on les voit de plus en plus présents. Mais je reste absolument convaincue qu'il y a quelque chose d'extrêmement particulier qui ne retire rien à l'amour qu'un père peut donner à ses enfants, mais quelque chose de très particulier qui se joue de manière totalement indicible pendant la grossesse, Ouais. qu'il demeure de toute façon un poids ancestral qui repose sur les femmes qui deviennent mères, d'être des sacro-saintes mères, alors que le père, on ne lui demande pas d'être un sacro-saint père, on va continuer à lui pardonner des erreurs qu'on ne pardonnera pas aux mères. Donc même si les pères sont de plus en plus investis, de plus en plus présents et de plus en plus conscients que l'enfant a besoin de ses deux parents dès le départ, c'est pas pour autant que la rupture sera pas plus douloureuse quand elle doit avoir lieu avec une mère qu'avec un père. Ouais, il y a la Deux chanson choses assez Papa Outé intéressantes. quand même. Hein.
Ouais. Alors, Il y a- ça, c'est sur La autre chanson Papa Outé de Stromae qui a eu Mm. beaucoup de succès auprès des enfants. hein. Ouais. Mais là, c'est carrément le père carrément absent. Enfin, le Oui. père. Mais là, le père, oui, Là, on va bon, loin, quoi, le père est effectivement. totalement absent. Là, c'est Mais autre moi, je chose. pense que c'est Virginie sur le succès, c'est qu'en fin de compte, le père est absent. Il suffit pas que le père soit à la maison, allongé des. Moi, j'ai un côté très classique là-dedans. Je pense Ouais. qu'effectivement, on a été porté par. Pardon, excusez-moi. Oui. On a été porté par. On a été porté par une mère. Donc, il y a Ouais. quelque chose qui se fait. Enfin, c'est la réalité, c'est animal. hein. Ouais. Enfin, on parle vraiment, c'est pas très joli, mais des mammifères. On a ça. Et donc, le principe, le père, c'est le premier autre. Et le premier autre, c'est celui qui nous mène vers l'extérieur. Donc, il ne suffit pas qu'il soit à la maison pour changer des couches. Il a aussi cette fonction d'être un autre pour permettre, faciliter cette séparation. Et que je pense que voilà, je pense le plus important, c'est que la séparation ne peut pas se faire toute seule. Une maman ne sait pas dire non à son enfant plein de fois, ou elle sait le dire que de façon désagréable. Et il y a besoin de ce tiers séparateur. Mais dans le meilleur, maintenant, c'est séparateur, pas diviseur. Enfin, je veux dire, parce qu'après, dans les névroses familiales, on voit comment il y a des rivalités entre le père et la mère. Tout ça, il faut faire attention. Mais voilà, je pense qu'il faut oser penser, et ça va un peu à contre-courant de l'actualité, il faut oser penser les rôles en particulier. Une mère ne peut pas être autrement qu'une mère. Justement, une mère ne doute pas d'être mère. Voilà. Mais toute seule, effectivement, il y a un côté dévorant, fusionnel. Et sortir de la fusion, c'est mettre de l'altérité. Alors, j'ai envie pour rebondir sur ce que disait Anne-Laure Buffet, qui est fort intéressant quand même sur les mères qui, il y en a, hein, qui sont même qui ont plusieurs enfants, et parmi les 5 ou parmi les 6 ou parmi les 3 ou les 2, il y en a un qui ne lui parle pas, qui lui semble comme étranger. Alors, c'est un sujet qu'on a déjà d'ailleurs abordé dans cette émission. Et alors, Catherine Pancol, qui était venue parler exactement à votre place, Virginie, à ce micro, et elle nous disait qu'elle avait été soulagée par le fait que sur son lit de mort, sa mère lui a dit, alors qu'elle-même, Catherine Pancol, avait, je crois, voilà, une quarantaine d'années. Bref, elle lui dit, tu sais, je voulais dire, je ne t'ai jamais aimé. Et ça l'a soulagée, libérée. En fait, il y avait une espèce de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Virginie, un espèce de non-dit sur cette espèce de distance qu'il y avait dès le départ avec sa mère, qui l'avait embarrassée, angoissée, embourbée. Et là, cette parole l'avait libérée. Mais ça, c'est important parce que je pense que c'est la difficulté, c'est de voir la vie et les maladies et les accidents. Et donc, ne pas penser, de ne pas généraliser les accidents, mais de les penser. Et là, entre autres, ça va être un peu paradoxal, mais parce que j'ai vécu quelque chose d'un peu semblable. Bon, je suis à la même place, mais j'ai vécu quelque chose de semblable. Ça va presque me mettre les larmes aux yeux. Eh bien, c'est que pour moi, c'était presque un acte d'amour quand elle m'a dit ça. C'est que, vous voyez, il y a le désespoir d'une mère qui est belle, intelligente, qui a toutes les qualités, tout ça, mais qui a son point de folie. Et son histoire elle-même, dans l'enfantement, c'est là où aussi rompre ou couper les ponts avec ses parents, c'est aussi, dans le meilleur des cas aussi, c'est permettre d'en finir avec la fatalité de la transmission transgénérationnelle. C'est-à-dire, bon, voilà, je fais ça non pas par détestation, mais je fais ça par amour, y compris par amour de mes parents, pour qu'ils cessent de me faire du mal. Voilà. Ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose d'important dans les raisons pour lesquelles le faire en tant que but ou se projeter. Mais c'est vrai que dans des histoires familiales, c'est de la folie maternelle. Une mère qui n'aime pas ses enfants, c'est qu'elle-même, elle est atteinte de quelque chose, qu'elle n'aime pas son enfant, ça un comme ça. Mais en thérapie, effectivement, moi, c'est très réconfortant de pouvoir repenser, et c'est donc d'une façon intime, l'histoire de chacun. Et en effet, une mère peut avoir 5 enfants, mais en fait, 5 enfants n'ont pas eu la même mère. Ils ont la même place, ma mère à moi, mais pas la même mère. Et les enfants entre eux le comprennent souvent très très mal. Très mal. Ils ne comprennent pas, effectivement. On reprochera à l'enfant. Dans une fratrie, on reprochera toujours à l'enfant de ne pas être un bon enfant. La mère est toujours une bonne mère. Mais comment? Maman, elle est très bonne et on n'accepte pas que lui soit porteur. C'est pour ça que c'est fort que vous parliez effectivement de ce témoignage. Parce qu'il faut aussi du courage pour le dire. Parce que dire, ma mère m'a jamais... Mais comment ça? Mais c'est honteux d'avoir une mère. Je ne sais pas comment j'ai réagi. En fait, non, c'est effectivement... Voilà. Et là, donc, il faut vraiment penser la relation avec une mère en termes de pathologie au sens très large du terme. C'est une relation passionnelle. Mais c'est là où je pense que vraiment
Moi, je ne vais pas du tout faire de la promotion de l'analyse, mais je pense quand même que c'est dans des espaces intimes que l'on doit se réparer pour permettre effectivement ce sevrage, parce qu'en même temps, c'est très difficile de se séparer d'une mère qui nous aime pas. On voit qu'une mère qui nous a bien enveloppé, tout ça, à la limite, on va prendre une meilleure indépendance. Mais quand il y a vraiment eu des actes On se demande pourquoi, en fait. on se demande pourquoi et on peut pas le partager parce que ce n'est pas concevable. Ouais. On est la mère, enfin, non, alors donc, on va se réparer dans des lieux pour ça. Et alors là, en termes Ouais. d'amour, vraiment, c'est vraiment... Mais c'est- on se retrouve dans Médée ou dans je ne sais quel. Oui, mais ça, Non, je plaisante, non, mais c'était un clin d'œil assez maquillagé. La vision de maman par Murray Head, si vous le permettez, à tout de suite. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 6 ans. Maman, tu le sais, je suis sage. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 6 ans. Maman, amène-moi aux plages. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 10 ans. Amène-moi rouler sur sable. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 10 ans. Maman, mets ton maillot désirable. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 15 ans. Maman, amène-moi ce soir. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 15 ans. Maman, mets ton jolie robe noire. Oh, ma, musicien, oh, ma, musicien, oh, ma, musicien, oh, ma, musicien. On ne parle pas la bouche pleine, parle tes doigts dans le nez. Tiens-toi quand je te parle, arrête-toi de gigoter. Si tu continues, c'est la fessée. Musicien, quand tu seras plus grand, tu feras ce que tu voudras. Mais tu m'obéis tant que je suis là. Reste les bras dans mes jambes, arrête, tu me casses les pieds. Maman a du travail, elle est trop fatiguée. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 20 ans. Je peux pas rester ici. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 20 ans. Maman, écoute-moi. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 30 ans. Faudrait que je me marie. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 30 ans. Tous mes copains sont partis. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 100 ans. Maman, coupe la corde, ouvre tes bras. Maman, tu le sais, j'ai bientôt 100 ans. Tu n'as plus besoin de moi. Maman, coupe la corde. 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 c'est joli de penser la spiritualité Ah bah merci des enfants. Virginie. C'est votre voix qui apparaît. Eh bien oui, la vision de maman par Murray Head à l'heure où nous parlons, eh bien de coupure, couper les ponts ou pas avec ses parents, telle est la question que nous nous posons en tout cas aujourd'hui, tous les quatre avec Anne-Laure Buffet, Stéphane Clerget et Virginie Méglet. Effectivement, on a l'impression qu'en fait il y a autant de cas que de parents et d'enfants, n'est-ce pas, hein, les amis. La mythologie en est remplie de rapports compliqués. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressés, vous vous y intéressez encore à cette mythologie. Je ne sais pas, c'était en off, on se demandait dans la mythologie les cas les pires de désamour de parents pour leurs enfants, en fait. Mais c'est vrai que ça peut paraître complètement fou, ça nous paraît encore fou, et pourtant, et même la Bible, hein, il y en a... Alors, peut-être pas de parents qui n'aiment pas leurs enfants, qui sont prêts à les sacrifier. Bon, ça, c'est une autre histoire. Mais de frères et sœurs qui veulent se trucider, il y en a. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de quand même les sacro-saints parents, quoi. Je sais plus qui disait ça tout à l'heure, c'était Anne-Laure ou vous, Virginie, mais on attend tellement, ou vous, Stéphane,
mais peut-être qu'il y a une histoire d'idéalisation effectivement, vous l'avez dit, Anne-Laure Buffet. On fantasme qu'on ait eu des bons parents, entre gros guillemets, ou pas. Ça reste quand même un éternel fantasme. Et c'est pour ça qu'on conseille tous à nos parents, une fois qu'ils vieillissent, d'aller voir des psys. C'est quand même un peu fort, cette histoire. Là, le symptôme, il est là, Anne-Laure Buffet. Marie-Ange, c'est un fantasme. Maintenant, vous parlez mythologie Ouais. et la Bible, mais ça montre bien aussi que c'est dans l'histoire du monde que d'avoir des personnes qui ont le risque de vouloir ou de devoir rompre avec leurs parents, ou qui ont eu des mauvais parents, ou qui ont cru avoir des mauvais parents parce que Ouais. l'entente, le lien n'a jamais pu se faire. Mhm. Parce que mythologie, Bible, maintenant Corneille, Shakespeare, Racine, toutes les tragédies d'accord. reposent aussi sur des drames familiaux. Donc en fait, on veut absolument idéaliser ce lien-là, et nous souhaitons tous avoir un lien exceptionnel à nos parents. Nous aimerions avoir un lien exceptionnel. C'est la réalité qui nous fait dire, en fait, mes parents, ça n'est guère que des êtres humains. Ah Et bon? c'est aussi devenir adulte, de pouvoir se dire, mes parents sont avant tout des êtres humains. Ouais. Ils sont avant tout une femme et un homme avant d'avoir été parents, avec leur propre histoire. Ils n'arrivent pas vierges de tout avant de devenir parents. Donc c'est aussi accepter, pour revenir sur ce que vos invités disaient tout à l'heure, c'est d'accepter que nos parents ne soient pas d'une certaine manière sortis d'un bocal au moment où nous sommes arrivés sur Terre. Ouais. Et nos parents ont une histoire, et une histoire qui a ses faillites, qui a ses vulnérabilités. Les parents ne sont pas parfaits, les parents ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait, cette espèce de lieu commun qui tente à dire que plus on a d'enfants, plus on a d'amour, et que l'amour se multiplie avec le nombre d'enfants. Oui, d'accord, c'est très joli, mais qu'est-ce qu'on fait de la vie, de la réalité de la vie, et de ce qu'elle va faire vivre aux futurs parents ou aux jeunes parents alors qu'un enfant est là? Ouais. Donc il y a tellement de facteurs qui font qu'en fait, chaque histoire est totalement unique, et chaque histoire mérite d'être regardée pour ce qu'elle est, et non pas au regard de l'histoire du voisin, de la tante, du petit cousin ou de la voisine de palier. C'est soi avec sa propre histoire. Est-ce que je suis capable de m'accepter moi alors que je n'ai pas reçu ce que j'espérais pouvoir recevoir? Est-ce que je suis capable de m'accepter moi alors que ma mère, mon père ne sont pas si exceptionnels que ça, ce sont juste des êtres humains? Est-ce que je suis capable, moi, d'être qui j'ai envie d'être? Ouais. Voilà de bonnes questions à se poser. Virginie Meglet, est-ce que... peut-être une réaction d'abord, et après j'ai une autre question. Allez-y. Disons que la réaction, c'est que pour pouvoir se dire ça, il faut vraiment déjà avoir fait le travail de séparation. Ouais. Parce que pour pouvoir dire mes parents sont comme ça, c'est qu'on a déjà, on s'est déjà soi-même considéré de façon indépendante. Et pour le faire, il faut ce travail de devenir soi. Et à ce moment-là, on voit ses parents avec distance. Voilà. Et on cesse d'avoir mal à leur place. Parce que pour la difficulté... Ça veut dire quoi, avoir mal à leur place? Alors, quand je dis mal à leur place, ben oui, je sais, je pense qu'effectivement, ça veut dire, c'est qu'en fait, entre bon, là aussi plus facilement avec une mère, mais aussi avec un père, c'est qu'effectivement, il y a une telle proximité, donc de l'ordre de l'empathie. L'empathie n'est pas que toujours positive. L'empathie, c'est que j'ai mal, et qu'effectivement, c'est un seul mot, même aussi sensé soit-il, à un moment donné, il peut faire mal à l'enfant. Et donc, à ce moment-là, on voudrait avoir d'autres parents, alors que c'est là où ce que va permettre la séparation, c'est effectivement de mettre une distance émotionnelle, de plus avoir mal à la place de l'autre, ou que ce soit parce que, limite, parfois, il suffit des personnes ne veulent plus voir leurs parents, parce qu'il suffit de voir leurs parents pour tout de suite, elles sont mises dans un état de transe ou d'inquiétude. Et donc, c'est là où la séparation n'a pas été faite. Voilà. Et une fois que la séparation a été faite, à ce moment-là, on peut dire, oui, mes parents sont aussi des êtres comme d'autres, ils ne sont pas parfaits, et on a une relation conviviale et particulière, bien entendu. C'est la question. Et d'attendre, non, mais c'est vrai, ce que je disais, parce que j'imaginais, vous voyez, je repensais à Catherine Faucol, mais et par extension, de façon plus générale, je me disais, par exemple, voilà, là, des personnes nous écoutent, elles ont coupé leur pont avec l'un des deux parents, voire les deux. Et les parents vieillissent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il serait peut-être temps de faire quelque chose? Et alors, on commence par quoi? On va voir un psy, on se fait conseiller, on prend le risque, on prend de la distance. Qu'est-ce qu'on fait, Stéphane Clerget? On va voir ses parents plutôt qu'aller voir un psy, et puis on voit si On commence par ça. peut se positionner différemment vis-à-vis d'eux, parce que souvent, quand on a besoin de se détacher ou de couper les ponts, c'est qu'on ne se porte plus d'être l'enfant de ses parents.
parce qu'ils ont été des mauvais parents ou parce qu'ils étaient médiocres, insuffisants. Et puis du coup, on s'est détaché et puis on a trouvé d'autres parents idéaux, par exemple ses beaux-parents. Mais là, du coup, ils vieillissent, etc. On peut aller les voir, mais on n'est plus les enfants de ses parents. On devient presque les parents de ses parents, qui deviennent tout petits. C'est vrai, ça. Et on les prend en charge, en leur montrant qu'on peut les prendre en charge mieux qu'ils nous ont pris en charge, ou alors, si on est un peu sadique, en leur faisant subir la même chose, parce qu'il y a ça aussi. C'est des Heureusement choses, que tout le monde se marre parce que... c'est aussi des choses qu'on voit. Mais alors, tout va bien. Donc c'est là où moi je pense que c'est pas mal de remettre un peu de psy dedans quand même, alors pour éviter d'être sadique à son tour. Mon Dieu. On va rejouer une page de la mythologie, je le sens. Non, mais il y a des enfants qui, effectivement, veulent régler leur compte avec leurs parents. Ouais. Mais- Anne-Laure, un petit passage par chez Anne-Laure. C'est vrai, ça, hein? Ouais, évidemment. Non, mais je vais essayer de ne pas rire, hein, parce que Essayez. mais c'est Faites un effort. l'enfant sadique qui arrive en vengeur. En fait, ça m'a fait perdre le fil de vous piquer. Non, c'est pas grave, on passera par chez vous après. Merci beaucoup. Anne-Laure. Anne, Non, Virginie, mais pardon. Ouais. c'est surtout, non, sérieusement, en fait, on parle de séparation, on Ouais. parle d'émancipation, on parle de couper les ponts. De toute façon, on passe donc par cette étape de la séparation, et je crois qu'il y a quelque chose que je vais dire en une phrase qui est très important, c'est qu'une séparation, ça se réfléchit consciemment et inconsciemment, ça s'élabore dans le temps, et que très souvent, quand on entend des personnes dire « je vais rompre avec mes parents », en fait, Ouais. ils sont en train de lâcher un débordement émotionnel, une colère, une rage, mais il n'y a rien qui soit vraiment construit, c'est peut-être Ouais. en cours, mais il n'y a rien de construit. Quand on a fini le processus de la séparation, on est réellement rompu dans le lien, c'est-à-dire que d'une certaine manière, je ne vais pas dire que l'autre n'existe pas ou n'existe plus, mais l'attache émotionnelle très forte, elle n'est plus là. Et effectivement, quand les parents vieillissent et qu'il faut parfois intervenir pour les aider, pour les soigner, etc., là, on peut le faire en tant qu'adulte séparé, mais on le fait d'une certaine manière un peu égoïstement pour soi et un peu humainement, enfin avec humanité, pour l'autre, quoi que l'autre ait été. Mais on ne fait pas, il n'y a pas ce retour en arrière de bon, je me suis séparée et finalement je réalise que c'est mon papa, c'est ma maman, j'y retourne. Ouais, Virginie, Ouais, j'ai vous envie êtes d'accord? oui, je suis d'accord, parce qu'en de toute façon, il y a une multiplicité de Ouais. points de vue, chaque fois, effectivement, des cas uniques, mais ça, ce sont des cas sensibles chaque fois. Mais quand, effectivement, là, comme vous dites, par rapport à des auditeurs qui se disent, bon, les parents vieillissent, qu'est-ce que je vais faire? La difficulté, c'est moi, je crois à l'amour. Bon, je sais que je suis un peu cucu, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on vous aime, chère Anne. Mais non, Virginie. Et donc, effectivement, le risque, et alors c'est un risque très partagé, c'est qu'on aille les voir par culpabilité. Voilà. Et qu'effectivement, c'est qu'on nourrit, on devient à ce moment-là soi-même presque le mauvais parent qu'on boucle est reproche bouclée. à l'autre. Voilà. Alors que je pense que vraiment la séparation, c'est là où j'ai encore une fois, c'est des buts, c'est pour se séparer, couper les ponts, tout ça, c'est pour devenir soi-même le bon parent que l'on n'a pas eu. Parce que c'est tout parent, à un moment donné, ne savent pas les bons gestes. Il y a des enfants un peu bizarres aussi, comme ça, ou des humeurs, ou des accidents qui fait qu'en effet, parfois, les parents n'est pas bon parent parce qu'il n'a pas su avoir le bon geste. Donc, Ouais. la séparation, c'est, voilà, bon, je deviens le bon parent pour moi-même, et à ce moment-là, effectivement, ça devient dans l'ordre des choses de se dire, oui, je vais revoir mes parents avec lesquels j'ai voulu, du coup, prendre des distances. Du coup, à ce moment-là, je n'irai pas couper les ponts, pas vouloir rompre, parce que, à mon avis, c'est même pas possible, parce que la vie est tellement subtile. Et là, alors oui, effectivement, la possibilité, c'est comme là, vous le proposez. De faire la paix, quoi. C'est un peu Voilà. ça, ce que suggère... Oui, mais de les considérer autrement. Autrement, voilà. Par contre, effectivement, de dire que ce sont des enfants, c'est pourquoi pas dans les gestes d'attendrissement, mais c'est pas juste non plus. Parce que je pense que grandir, c'est aussi accepter qu'il y a une forme de hiérarchie dans les relations. Ce sont eux qui nous ont enfantés. Ouais. Alors, naturellement, on va peut-être effectivement l'ambitionner, mais plutôt non, oui. C'est Françoise Dolto qui parlait de nos petits-parents, Oui. les parents qui devenaient tout petits. Oui. Non, mais c'est ça. Et donc, au niveau des gestes, oui, moi, Pas anodin, hein. J'ai vu ça avec qu'est-ce que c'est cette petite chose. J'ai vu ça pour mon père, pour une tante, comme ça, dans un tout petit lit d'hôpital, mais minuscule comme ça. Mais alors donc il y a un côté animal effectivement presque qui fait que oui, on pourrait les gestes de tendresse, Ouais. tout ça.
Mais après, ben oui, c'est peut-être là le côté séparé avec ses parents, c'est-à-dire ceux quand même qui nous ont transmis la et ouais. vie, alors que voilà. Et Les parents forts, quoi. Voilà. C'était très grand par rapport à notre petitesse d'enfant. Voilà. Et Ouais. que du coup, chacun a sa place. Ouais. Voilà, c'est ça la grande difficulté. Donc c'est assez subtil, hein, cette émission, elle l'a prouvé. C'est pas les uns les autres. Effectivement, parce qu'on est quand même sur Radio Notre-Dame et RCF, et souvent on nous conseille, les bons prêtres, en tout cas les prêtres tout court, nous conseillent de plutôt viser la paix, de faire la paix avec nos parents. Alors a fortiori sur leur lit de mort, mais voilà, quand ils vieillissent, quoi. Mais maintenant, c'est vraiment le gros coup près. Oui, Anne-Laure, allez-y, Marianne, vous avez le mot de la fin, vous avez de la chance. Pour faire la... Non, je plaisante. Pour faire la paix avec l'autre, il faut d'abord faire la paix avec soi-même. Sinon, D'accord. on reste des enfants dans une cour de récréation. Et Ouais. on fait la paix et un quart d'heure après, on va se redisputer. Ça veut dire sur quoi, un faire la moment. paix avec soi-même, en fait? Justement, peut-être avoir accepté de faire un chemin seul pour s'être séparé de celui ou celle qui nous fait souffrir. Ouais, Stéphane. On Partagez-vous n'est ce pas point de toujours vue. obligé de faire la paix avec ses parents si on n'a pas fait la guerre. Parce qu'on peut aussi... Bon, La troisième fois avec Stéphane. oui, Toujours. faire la paix, on a intérêt effectivement pour soi-même. Moi, je pense que s'il y a un vrai argument à faire la paix avec ses parents, mais aussi parfois à prendre ses distances avec ses parents, c'est quand c'est l'intérêt de nos enfants. C'est-à-dire qu'à un moment, la priorité, c'est quand même nos enfants. Et que l'énergie qu'on consacre à se préoccuper de nos parents, que ce soit pour s'en occuper ou que ce soit pour s'en détacher, elle serait plus logiquement, elle devrait être plus logiquement mise au service de l'éducation de nos enfants. Et c'est vrai, bien joué Stéphane, parce que c'est vrai qu'on en parlait avant de rentrer dans le studio, mais une fois de plus, je vais essayer d'être assez généreux suffisamment avant que ça se termine pour en faire partager les auditeurs. On n'a pas parlé de nos propres enfants, et que bien souvent vous disiez, et je suis d'accord avec vous, même si je suis pas psy, mais je vois autour de moi, on a et même moi, hein, on a très envie juste de garder, de maintenir un bon lien avec nos parents, voire de le récupérer, pour que nos enfants profitent de ce... Bien souvent, ils s'entendent très bien d'ailleurs avec leurs grands-parents. Oui, on peut le dans maintenir. les cas où... Enfin, en tout cas, Mais- ils peuvent bien s'entendre. Oui, Et alors tout à fait. là, du coup, c'est compliqué, Virginie. Qu'est-ce qu'on fait là? Non, moi, je dirais qu'il y a quand même la paix en tant qu'invitation. Voilà. De toute façon, il y a un peu de guerre dans les relations. Donc, que ce soit une invitation, c'est qu'on aille on se sépare en termes de paix pour arriver à le faire. Et sachant que de toute façon, aussi, on s'inscrit dans des lignées. Que donc, privilégier trop les enfants sur les grands-parents, il n'y a pas de solution idéale, définitive. C'est comment penser la vie en termes de transmission. Et donc, tant mieux Voilà. si nos enfants s'entendent super bien avec leurs Et tant grands-parents. mieux, et tant mieux. Et nous, on a nos problèmes à régler. Il n'y a nous pas de bosser, honte à ça à se poser. Et eux, par contre, peuvent avoir d'autres relations. Moi, je trouve que c'est... Voilà, on a quand même des pistes. Hein. Merci Anne-Laure Buffet d'avoir travaillé à cette Merci, table, Marianne. n'est-ce pas? Merci beaucoup. Et votre livre en lien avec l'émission La mère qui blesse chez Erol. Stéphane Clerget, merci à vous également. La vie Merci. spirituelle des enfants chez Le Duc et Virginie Méglet. Entre mère et fils qui sortira dans quelques semaines chez Erol. Dans le sujet également. Merci les amis. Merci beaucoup, Marie-Ange.